que nous allons passer à un panel aussi passionnant par rapport même à la qualité des intervenants. Et cela va me permettre, je pense, de faire un break puisque depuis ce matin, on parle de financement, on parle d'entreprise et on nous a tous mis au banc des accusés, autant que nous sommes. Et donc, au moins, j'ai la chance d'être le modérateur, donc je n'apporte pas de réponse, mais je poserai beaucoup de très bonnes questions. Et peut-être pour démarrer, remercier tous les panélistes et démarrer par une première question. Et c'est une question, je pense, que je peux partager avec le public. Donc, je demanderai à mon ami Saïd. Aujourd'hui, ce qu'on a entendu, c'est que les banques ne financent pas les entrepreneurs. Donc, je pense que c'est une vision un peu globale, je dirais, de monsieur et madame tout le monde. Est-ce que c'est une réalité? Je pense que nous avons le public pour y répondre. Et pourquoi il n'y a pas de financement? Nous allons en même temps aussi aborder d'autres thématiques qui vont toucher le conseil, l'accompagnement de ces entrepreneurs. Donc, mon cher Saïd, la question la plus difficile, je pense, je la laisse à Ecobank pour lancer. Donc, les entrepreneurs disent que nous ne les finançons pas. Est-ce qu'ils présentent un risque spécifique qu'on ne connaît pas ou qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes? Et je voulais en fait que tu nous partages ton expérience et que tu nous dises, à ton avis, pourquoi les banques ne financent pas ces entreprises? Est-ce qu'ils ont tort? Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que c'est une mauvaise appréciation de l'activité bancaire? Merci beaucoup, mon cher Khalidou. Je pense que je commence par être habitué à ce type de questions. Il n'est pas rare de voir les banques souvent mises au banc des accusés pour toutes les questions concernant le développement. Je vais utiliser une expression que le ministre de l'Agriculture a utilisée tout à l'heure. Mon intime conviction, c'est que le financement n'est pas le problème. En tout cas, pas dans notre région, et pour plusieurs raisons. Alors, il est difficile de parler de financement sans parler d'économie. Oui. Et dans notre contexte de régionalisation, donc d'un marché financier intégré, je pense qu'il est plus pertinent de prendre la perspective régionale quand il s'agit de financement ou d'activité bancaire pour une analyse beaucoup plus pertinente. Quand nous regardons à fin 2023, la création de richesses dans l'espace UEMOA, donc les 8 pays de l'UEMOA, se chiffrait à peu près à 120 000 milliards de francs CFA. Et quand on regarde globalement en consolidé pour l'ensemble des États, le déficit public au niveau des comptes publics s'est élevé en moyenne à 5%, le déficit des comptes extérieurs à 9%, et le taux d'inflation s'est situé à peu près à 3,7%. Je donne ces statistiques parce que c'est important de partir de la racine, donc de la base, en réalité de la création de la richesse que constituent qui sont généralement mesurés par ces statistiques-là. Quand on regarde le bilan des banques consolidées à fin 2023, le volume de crédit à l'économie se chiffrait à peu près à 45 000 milliards. Et quand vous rajoutez à peu près les 8 000 milliards levés par les entreprises sur le marché financier, par les différents mécanismes d'augmentation de capital, on se chiffre à peu près en consolidé, en intégrant les SFD, donc les systèmes de financement décentralisés, à 45 000 milliards. Quand vous le rapportez, vous trouvez à peu près 37% de financement. Ça veut dire que l'économie, puisque le PIB, la richesse créée, elle est essentiellement créée par le secteur privé, donc les entreprises. Quand on donc rapporte le volume du financement donc de tout le système, de l'ensemble de l'écosystème, depuis les banques qui font de la finance intermédiaire au marché financier, en passant par les microfinances, on se retrouve à peu près à 37% de financement de l'économie par le système formalisé. Vu sous cet angle, il est tout à fait logique et légitime de dire que nous ne finançons pas suffisamment l'économie, puisqu'il y a une frange significative de la production qui n'est pas financée par les mécanismes formels
classique que nous connaissons à travers, à savoir le système bancaire, le marché financier, les institutions de microfinance. Ça, c'est un fait. Et il y a un certain nombre d'explications qui viennent de ce fait-là, et qui partent même de la structure de nos économies. Ceci étant, je voudrais quand même faire remarquer que lorsque vous voyez le volume de croissance, donc du crédit à l'économie, aux entreprises, d'année en année, en général, le taux, il est généralement supérieur au taux de croissance. Ça veut dire que la croissance de richesse produite dans l'économie est généralement couverte par le volume additionnel de crédit donné par les entreprises, par le système bancaire. Résultat des courses, nous avons de plus en plus un périmètre de financement donc des activités économiques qui s'étendent. Pourquoi le ressenti des acteurs économiques sur le fait qu'il y a une certaine absence de financement? Et généralement, la problématique s'adresse aux banques. Je voudrais rappeler simplement que les banques, leur objectif, leur raison d'être, c'est de mobiliser de l'épargne et de financer des projets. L'essentiel de nos revenus viennent de là. Mais il y a un certain nombre d'éléments préalables qui sont très importants pour permettre à une banque de pouvoir financer. Lorsque vous prenez une entreprise qui s'adresse à une banque, en général, le crédit est considéré comme étant un élément acquis. Or, il se trouve qu'une banque, au-delà de ses actionnaires, a une responsabilité vis-à-vis de la société, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est très réglementée, vis-à-vis des déposants. C'est l'essentiel, et pour l'essentiel, c'est l'argent des déposants qui est utilisé pour donner du crédit. Donc il y a une certaine responsabilité à pouvoir effectivement s'assurer que le crédit que nous donnons sera pertinemment remboursé. Tous les acteurs qui ont eu à expérimenter des projets présentant une certaine structure, généralement, sont très convoités par le système bancaire. Et c'est là qu'effectivement, il y a des efforts à faire. Je suis en phase avec le public sur un aspect. Nous ne sommes pas suffisamment innovatifs au niveau du système bancaire. Parce que lorsque vous voyez aujourd'hui, nous sommes en période de campagne de cacao en Côte d'Ivoire. Et au cours de cette période, il y a un besoin immense de liquidité qui crée une espèce d'effet d'éviction. Pourquoi ? Simplement parce que nous n'avons pas suffisamment étendu nos activités pour bancariser le monde agricole qui reçoit, qui bénéficie de cette liquidité. Donc il y a une espèce de glissement donc, de la liquidité du système bancaire qui vont directement donc, dans le monde agricole et une liquidité qui aurait pu effectivement être recyclée dans le système si ce monde agricole était suffisamment bancarisé. Donc nous avons des efforts à faire pour innover, trouver des solutions pour bancariser davantage, mobiliser davantage l'épargne intérieure, puisque cette épargne, elle existe. Il faut la mobiliser davantage pour pouvoir la canaliser vers des projets porteurs. Mais, mon cher Khalidou, l'essentiel n'est pas le financement. L'essentiel se trouve dans la solidité des projets qui sont présentés aux banques. Et j'espère que j'aurai l'occasion de revenir un peu plus en détail sur qu'est-ce qu'il faut faire effectivement pour rendre le système, l'ensemble du système, il ne s'agit pas que des banques, pour rendre l'ensemble du système encore plus prompt à pouvoir financer des projets qui, ma foi, font du sens. Oui, c'est vrai qu'on a une première idée, donc on parle de la solidité des projets, donc une première réponse. Je reste avec mes amis banquiers, donc je me tourne vers Samir. Samir, au niveau de la BESIC, qu'est-ce qui a été fait réellement comme dispositif pour financer les banques de façon réelle? Et je reviens aussi sur ce que Saïd a dit. Est-ce que le risque spécifique, comme aujourd'hui nous parlons de jeunes qui vont financer des projets, mais pas existants, qui présentent un certain niveau de risque, quels sont les dispositifs qui sont mis en place ou quels sont les produits auxquels ils peuvent s'attendre aujourd'hui? Merci Khalidou. Donc, en continuité de ce que mon ami Saïd a dit, c'est qu'aujourd'hui, sur la place sénégalaise, on est conscient au niveau des banques que le secteur des PME représente 98% du tissu économique et
comme toutes les banques de la place, à BESIC, dans notre stratégie de développement commercial, on a donné une priorité pour l'accompagnement des PME. C'est vrai, aujourd'hui, les PME, comme Shahid a dit, il y a certaines lacunes. La transparence financière, l'absence de certaines garanties éligibles, l'absence d'état financier et de bilan qui nous permettent de faire nos études des dossiers. Donc, in fine, nous, on est là pour étudier ces deux dossiers, mais il nous faut des dossiers bancables. Et peut-être, là, je vais m'inspirer un peu du concept de Monsieur le ministre, Dr Mabouba, le concept 3F, la formation, la formalisation et le financement. Au niveau de la formation, nous avons noué des relations de partenariat avec les sociétés d'accompagnement et des encadrements, les SAE. Oui. Nous avons noué des relations de partenariat avec l'Agence de développement des PME, l'ADPME. Oui. L'objectif, c'est de traiter ces dossiers de financement en amont pour les rendre des dossiers bancables. La deuxième étape qui est la formalisation. Dans ce cadre-là, nous avons des partenariats avec les structures mises par l'État, à savoir FONGIP, l'ANGED. Autres, nous avons des conventions de partenariat avec les fonds de garantie, comme FAGAS, Oui. comme FSA, Oui. et ce, pour minimiser le poids d'une garantie éligible que le promoteur, il n'en dispose pas. Entièrement. Nous sommes très conscients que les exigences de la BCAO est là. Nous devons faire face. C'est la raison pour laquelle, à travers tous ces mécanismes-là, à travers ces structures, nous sommes en train de traiter ces dossiers jusqu'au l'aboutissement pour l'octroi du financement. Donc, in fine, le secteur bancaire est là et il répond à ses besoins. Sauf que l'octroi du crédit, ce n'est pas un droit acquis tant que l'entreprise est là. L'octroi du financement, il répond à une certaine exigence. Et après tout, la partie financement, ce n'est qu'un maillon dans toute la chaîne de valeur de création de valeur. Okay. Donc, nous, on est là pour couronner tous les efforts des autres prestataires. Entièrement. Voilà. C'est très très clair. Alors, donc on a parlé de manque de solidité des projets, on a parlé de manque de transparence. Je pense que Samir a parlé même d'état financier souvent qui n'existe pas. Et donc d'un besoin d'accompagnement parce que finalement l'entrepreneur n'arrive pas, son dossier n'est pas bien monté. Peut-être qu'il ne le sait pas. Donc l'objectif aussi de ce panel, c'est de nous adresser vers les entreprises et les PME, d'être le relais de ce que viennent de dire Saïd et Samir sur les problématiques qu'ils rencontrent et pourquoi ils n'arrivent pas à financer. Et j'ai la chance d'avoir Emmanuelle Migan, la directrice des opérations de la FAGAS. Comme je lui ai dit, je suis allé sur le site internet de la FAGAS pour voir juste le slogan et j'ai vu que votre rôle est de booster le financement des entreprises. Donc le rôle de la FAGAS, effectivement, c'est d'apporter des garanties. Ça permet peut-être, c'est un maillon qui a été évoqué pour faciliter le financement des entreprises, leur accès pour pouvoir développer leurs projets. Donc j'aimerais bien que vous nous expliquiez comment ça marche pour qu'ils puissent accéder et dans quelle mesure vous êtes un booster et dans quelle mesure aussi vous pouvez rassurer nos amis banquiers de votre engagement, s'ils financent, que demain il y ait des garanties derrière et de minimiser le risque qu'ils prennent. Merci, Monsieur Diallo. Je présente déjà les excuses du directeur général qui n'a pas pu faire le déplacement de Dakar.
Je remercie à l'entame CGF Bourse pour ce privilège qui est offert au FAGAS de prendre part à la 2e édition du FPI. Et c'est un honneur pour nous ce matin de pouvoir parler du FAGAS. J'ai entendu tout à l'heure les 2 grandes banques qui m'entourent, parler de financement et des difficultés qu'elles rencontrent pour pouvoir accorder le crédit à l'économie. Lorsque nous regardons les statistiques, savez-vous que 90% des start-up dans nos pays de l'Afrique subsaharienne n'arrivent pas à accéder au financement, tout simplement pour des raisons de garantie. 80% ou 70 voire 80% d'entreprises n'arrivent pas à atteindre tout leur essor pour des raisons de garantie. Des structures qui accèdent au financement, pour la plupart du temps, apportent des garanties à hauteur de 100% ou voire plus. Et c'est tout là l'importance des fonds de garantie, notamment le Fonds africain de garantie et de coopération économique, FAGAS, qui a été créé par les pères fondateurs et dont la mission principale est de favoriser l'accès au financement des entreprises. Le rôle du fonds, comme disait M. Diallo, c'est d'être un catalyseur, le booster du financement. Parce que la garantie aujourd'hui est un effet indispensable dans le financement. Les banques ont besoin de se sentir rassurées. Le directeur général d'Ecobank disait tantôt qu'elle prend de l'épargne et l'utilise en emploi. Donc il faudrait qu'elle soit rassurée. Et le fonds de garantie que nous sommes, nous venons aujourd'hui apporter à ces banques cette assurance dans le cadre du concours. Le FAGAS appuie donc les entreprises du secteur privé, les investissements publics et même accompagne les institutions de microfinance pour leur permettre d'accéder au financement pour accompagner les producteurs ruraux dans les campagnes. Le ministre de l'Agriculture parlait ce matin du déficit de financement de l'agriculture. Et je m'en vais sur ce pas donner un bel exemple. Nous avons accompagné récemment une structure à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans le secteur du café-cacao. Cette société n'avait pratiquement rien pour pouvoir accéder au financement. Mais elle a pu mobiliser des ressources sur le marché financier grâce à la garantie du FAGAS et sur l'ingénierie financière dont nous avons fait preuve pour trouver des mécanismes pour que le dossier soit même accepté au niveau de l'AMF. Je prends également l'exemple que nous avons eu récemment avec CGF Bourse pour les logements dans le cadre des résidences universitaires de Dakar. La structuration du concours a été faite, ça a été un PPP qui est vraiment un succès. Et la mobilisation du ressource a été possible grâce à la garantie du FAGAS qui a couvert le concours à hauteur de 100%. Je souligne que les entreprises, les porteurs de projets ou les entreprises PME-PMI qui ne disposent pas d'une certaine notation, grade A, ne peuvent pas mobiliser de ressources sans un garant sur le marché financier. Mais le fonds aujourd'hui vous accompagne grâce à des mécanismes innovants que nous avons mis en place. Nous avons la garantie de levée de ressources qui permettent d'aller sur le marché financier, de lever des ressources, de rassurer les investisseurs grâce à la qualité de la signature du fonds. Nous accompagnons également nos banques grâce à la garantie individuelle que nous mettons en place qui leur permettent d'allouer des concours.
Et nous accompagnons les banques en termes de partage de risques. Au niveau des banques, nous partageons le risque tout simplement parce que nous estimons qu'avec ce partage de risques, il y a un meilleur suivi du concours qui se fait, parce qu'on parlait tout à l'heure de la qualité des intervenants. Donc, ça nous permet de suivre ensemble l'engagement qui est pris jusqu'à son bon dénouement. Il y a la garantie grossiste, je parlais des microfinances. Parce que les producteurs ruraux, ce sont eux qui font vraiment la force de nos économies. Le ministre, ce matin, a mis l'accent sur l'agriculture, l'élevage. Mais ces secteurs, beaucoup de nos femmes dans le monde rural, vous savez, n'ont pas besoin de grands moyens pour se développer. Parfois, c'est juste quelques millions. Parfois, c'est 5 millions pour démarrer, même moins. Mais elles ont besoin d'avoir le support, le soutien de structures qui puissent favoriser l'accès à ce financement. Et c'est ça le rôle que joue le FAGAS, à côté des institutions de microfinance, pour favoriser l'accès au financement de nos mamans, je dirais des femmes, mais également des producteurs hommes qui souhaitent accéder au financement. Un dernier point que je voudrais souligner porte sur la réglementation bâloise. Aujourd'hui, nous avons BAL 2, BAL 3, avec ces contraintes pour nos banques. On a entendu tout à l'heure la difficulté pour les banques de financer. Le DG d'Ecobank disait qu'on lance souvent la pierre, mais les contraintes sont là en termes de fonds propres. Et là, le FAGAS vient apporter sa contribution pour permettre aux banques de jouer pleinement leur rôle dans le cadre du financement des entreprises. Nous avons réfléchi en 2021 avec le plan stratégique 2021-2025. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a un élément essentiel qui doit intervenir au niveau du FAGAS, on en a parlé tout à l'heure, c'est la formation. Le FAGAS s'est rendu compte qu'après 40 ans d'existence, qu'il fallait mettre en place un institut, l'Institut du FAGAS, qui constitue un creuset d'échange, un creuset surtout aussi de réflexion, pour pouvoir réfléchir et mettre en place des produits innovants qui accompagnent nos États, nos PME, le secteur privé, le secteur public. Et donc, au niveau de l'Institut, nous offrons des formations pour tous les acteurs de l'écosystème. Mais également, au-delà des formations, c'est un cadre d'échange, de partage et de renforcement de capacités pour permettre de mieux accompagner les différents acteurs de l'écosystème financier. Je voudrais m'arrêter là pour ne pas trop monopoliser la parole. Merci beaucoup. Merci, Madame Mégan. Alors, je commence à y comprendre plus clair. Donc, les banques financent bien. Par contre, je dirais qu'il y a une asymétrie d'information, c'est-à-dire entre celui qui demande le financement, peut-être qu'il ne comprend pas que son dossier n'est pas solide et pourquoi il a eu le refus. Donc, pour venir chez le banquier, pour travailler le fond de son dossier. Donc, c'est une première réponse, puisqu'il y a des problématiques. Donc, je parlerai d'un premier point, parce qu'au sortir de cette discussion, je veux qu'on comprenne et comment régler ce problème. Donc, c'est pour ça que je pose le point. Asymétrie d'information, peut-être que les entrepreneurs ne sont pas transparents, peut-être que leurs projets ne sont pas solides, peut-être que même si les projets ne sont pas solides, ils n'ont pas mis en place des dispositifs ou des mécanismes pour bien expliquer au banquier s'il est bankable dans l'avenir et que le banquier pourra retrouver son argent. Et de l'autre côté, il y a aussi le second espoir que je vois. FAGAS me dit, nous sommes là, nous réfléchissons et nous cherchons. Encore une fois, le ministre nous a dit que ça ne marche pas bien encore. Donc je reviendrai sur ce point et je me tourne maintenant sur Seynabou au niveau de l'USAID. Donc, toujours chercher
les moyens de financement, puisqu'on a dit que le financement, et là je touche le conseil aussi, puisque ça a été évoqué, il faut les accompagner en termes de conseil. Je sais que l'USAID a travaillé sur des mécanismes pour accompagner. C'est un acteur aussi qui accompagne les États, les entreprises, dans le cadre des défis de développement durable et autres défis. Donc j'aimerais bien, Seynabou, partager l'expérience du USAID sur cette thématique-là et votre apport. Qu'est-ce que vous apportez aujourd'hui aussi à ces entreprises, sachant, comme on l'a dit, quand ils vont bien marcher, le développement en termes d'emploi, en termes de fiscalité, nous retrouverons un impact positif pour nos pays. Donc, Seynabou. Tout à fait, Khalidou. Bonjour à tous, bonjour à l'audience, bonjour chers panélistes, bonjour Khalidou. Je tenais à vous féliciter pour cette belle tribune que vous nous offrez, cette opportunité de présenter ce que nous faisons en tant que USAID Entrepreneuriat et Investissement. Il faut savoir en fait que ce projet a été créé pour accomplir une mission qui nous est chère. C'est celle en fait de contribuer à la lutte contre le chômage parce que chaque année, il y a 300 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail qui ne pourront être absorbés ni par l'État ni par le secteur privé. Et donc, il faut forcément promouvoir l'entrepreneuriat, la création d'emplois. Également, nous avons des MPME qui se battent, qui représentent 98%, voire 99% du tissu économique, mais dont moins de 10% accèdent au financement. Donc, il faut forcément apporter un appui, de sorte en fait que ces MPME puissent accéder à un financement approprié. Je dis bien approprié, parce que j'en ai rencontré beaucoup de PME qui ont pu lever, mais qui ont très mal levé. Et finalement, c'est plus devenu un burden qu'autre chose. Et donc, en fait, notre intervention en fait, s'articule autour de deux axes. Le premier, c'est l'assistance technique. Et dans ce volet assistance technique, en fait, nous avons 4 sous-composantes. La première, en fait, c'est l'accès à l'information. Nous essayons, en fait, de fournir aux entrepreneurs toute information pertinente qui leur permettrait justement de pouvoir se démarquer, de pouvoir grandir. Aujourd'hui, par exemple, la BID a mis en place un partenariat avec la BIS qui permet de financer des entreprises qui ont été impactées par le Covid à hauteur de 5,5%. C'est un mécanisme très intéressant, mais qui est peu connu du public. Et nous essayons, en fait, dans notre travail au quotidien, de pouvoir partager ce type d'informations aux entrepreneurs. Nous organisons également beaucoup de masterclass qui sont animés par des experts, de sorte en fait qu'ils puissent guider, orienter, encadrer nos MPME. Au-delà de cette partie facilitation à l'accès à l'information, nous organisons beaucoup de formations ponctuelles, mais également des programmes d'incubation, d'accélération, allant jusqu'à 6 mois à l'échelle nationale, de sorte en fait qu'on puisse former nos entrepreneurs sur la mise en place de business résilients, pérennes, mais également sur la gestion du cash, sur la gestion de la dette, sur l'éducation financière. Nous formons également sur les soft skills parce que finalement, c'est ce qui fait la différence, le leadership, le développement personnel, les techniques de pitch, etc. De telle sorte en fait que l'entreprise ou l'entrepreneur soit prêt en fait à recevoir de l'investissement. Nous jouons également le rôle de conseil financier. Nous accompagnons des entreprises dans la préparation de la documentation financière, le business plan, le modèle financier, le teaser, aux standards internationaux. Nous aidons également dans tout le processus de levée, de la phase d'identification de l'investisseur approprié au closing. Et à date, en fait, on a pu lever 2 millions de dollars auprès de fonds d'investissement. En face de cela, en fait, ce volet assistance technique, nous avons un volet de conception et de mise en place de mécanismes de financement inclusifs et innovants. Encore une fois, on tient beaucoup à ce terme inclusion financière parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de MPME qui ont un fort potentiel, qui se battent, mais qui malheureusement sont exclus des services financiers. Et donc nous essayons de voir en fait comment les réintégrer dans le système. Et donc en fait nous avons mis en place 3 mécanismes à date qui ont été très performants. Le premier en fait c'est un mécanisme que nous avons développé avec WIC Capital. Nous nous sommes positionnés en first loss. Nous couvrons 20% des investissements de WIC dans nos PME cibles. À date, 2 deals ont été conclus
à hauteur de 1,3 million de dollars. Et l'idée, en fait, c'est de dire aux MPME qu'au-delà de la dette, il y a une autre manière de se financer, le private equity, qui permet justement, au-delà des fonds qui sont mis à disposition, d'avoir un partenaire stratégique qui aide dans la gouvernance, qui aide à améliorer la formalisation, qui permet d'ouvrir d'autres portes, notamment d'accéder à de nouveaux marchés, etc. Nous avons également conçu ce même mécanisme avec 3 institutions de microfinance, Microcène, Baobab et CMS. Nous nous sommes positionnés en first loss, nous couvrons 25% de ces prêts. Et c'est vraiment avec beaucoup de fierté que nous présentons ce mécanisme qui a été conçu en 2 mois, mis en place sur 3 mois, entre novembre 2023 et février 2024. Et nous avons pu financer 2317 entreprises pour un montant total de 1 million de dollars, avec 59% de premier financement, donc nous répondons aux critères d'inclusion financière, 60% de femmes, nous adressons le critère de genre, 60% dans l'agriculture, 85 des entreprises qui ont été, parmi les entreprises qui ont été accompagnées, 85 ont été incubées. Donc ça nous a permis de matérialiser la chaîne de valeur d'accompagnement du projet qui part de l'inspiration à la préparation à l'investissement et finalement à l'accès au financement. Et donc en fait, USAID Entrepreneuriat et Investissement veut jouer sur 2 leviers. Le coût du risque, nous essayons de dérisquer au maximum, mais également sur le coût de la ressource. Nous essayons de mettre à la disposition des institutions de financement des ressources longues. Et c'est ce que nous avons fait avec le 3e mécanisme, qui est une émission d'obligations vertes, sociales et durables. Une première dans la sous-région, 20 milliards qui a été levé par Baobab, l'émetteur, et qui va permettre de financer 5000 entreprises d'ici 2029. Je tiens vraiment à préciser que ce mécanisme doit être répliqué dans la mesure où son efficacité est certaine. Et il permettra d'adresser cette problématique d'accès au financement dont nos PME sont confrontées. Et donc, en fait, nous, à travers ce projet, on essaie de répliquer un modèle qui nous est cher, qui a fait ses preuves. Le modèle Y Combinator, qui a réussi aux États-Unis, qui a permis de lancer des entreprises comme Airbnb, comme Dropbox, comme Wave. Et donc, en fait, l'idée, c'est vraiment pour nous de créer des champions nationaux en étant facilitateurs, en essayant de faire comprendre, en tout cas, de sorte en fait que les MPME comprennent le langage des financiers, mais que les financiers puissent également comprendre les contraintes des PME et puissent les adresser de la meilleure des manières. Merci. Merci Seynabou, merci. Merci pour la richesse et le périmètre qui est couvert. Alors, je continue moi mon voyage parce qu'on m'a proposé tellement de solutions que je me demande où est le problème. Mais je vais continuer à le chercher et nous allons le découvrir, je pense. Et j'enchaîne avec Nouma sur AFC. Alors, Seynabou a dit il y a la dette, mais il y a d'autres mécanismes sur la partie equity, puisque l'entrepreneur n'a pas juste besoin qu'on lui prête de l'argent, c'est une charge, il y a des intérêts à payer de l'autre côté. Il faut que son business puisse marcher. Et souvent, peut-être pour compléter, l'entreprise peut avoir besoin de quelqu'un qui prend le risque directement avec lui. Donc, je souhaitais, Nouma, peut-être voir avec toi au niveau d'AFC, est-ce que c'est aussi une thématique qui vous intéresse? Et au-delà aussi, revenir sur la problématique de la dette, puisque le même problème que j'ai posé à tous mes amis, je pense que tu ne vas pas y échapper. Donc, on nous dit qu'on ne finance pas. Donc, quelle est la position d'AFC et quels sont aussi les outils et les opportunités qui sont présentées? Merci beaucoup. Merci Khalilou. Je suis honorée de faire partie de ce panel avec les confrères de EcoBank, Mexique, FAGAS et USAID. Pour la SFI, je pourrais dire que nous sommes l'institution de développement financier peut-être la plus connue au niveau international. Nous faisons partie du groupe Banque mondiale, donc nous avons une présence dans 100 pays. Et au Sénégal, nous sommes ici depuis près de 60 ans. Nous investissons dans le secteur privé, c'est notre mandat. Et nous avons des produits qui vont de la dette à l'equity, quasi-equity, donc tout ce qu'il y a entre la dette et l'equity. Nous avons des produits de garantie, de gestion de risque. Et nous avons aussi les services d'appui et de conseil aux entreprises.
Et nous travaillons énormément avec nos collègues de la Banque mondiale parce qu'on connaît les limites des fois de nos interventions. Donc nous appuyons sur leurs interventions qui bénéficient le secteur privé, mais à travers les outils publics. Donc nous intervenons aussi avec nos partenaires pour un peu dérisquer. Donc nous faisons de la comobilisation, du cofinancement. Et nous avons évidemment atteint des chiffres impressionnants. Mais derrière les chiffres, je pense que c'est plutôt l'impact qui nous intéresse. Et c'est de voir comment, en tout cas au Sénégal, on peut créer des opportunités de marché. Donc ouvrir les marchés, les optimiser. Et c'est là où nous nous axons de plus en plus dans nos interventions. Pour ce qui est de l'equity, on a au Sénégal investi dans le capital investissement. On a eu 10 transactions dans le passé. Ce n'est pas beaucoup si on considère qu'on a quand même eu 80 projets depuis que nous sommes installés ici. Et il y a évidemment beaucoup de problèmes liés au fait que l'equity, malgré son attractivité, n'a pas encore atteint les niveaux qu'on aurait peut-être voulu. Et nous nous rendons compte que lorsque nous rencontrons les compagnies, nous avons les mêmes problèmes, des problèmes vraiment de structuration. Nous nous retrouvons avec des compagnies qui ont vraiment peut-être pas la capacité encore de soutenir un investissement equity. Donc nous essayons de passer par les services de conseil. Donc il y a depuis quelques années eu cette initiative au niveau de la SFI de créer un service d'appui en amont que fait, je pense, nos collègues de USAID et de FAGAS, où nous essayons de structurer les projets et de les préparer à un niveau de bancabilité qui nous permettront d'investir. Donc nous essayons de travailler avec différents outils pour augmenter les opportunités d'investissement et de co-investissement. Et donc je dirais que nous voulons faire plus. Le signal vient du plus haut, de faire plus d'equity. Mais il y a aussi un mindset qui va avec. Et je pense que ça prendra quand même un peu de temps avant que l'institution soit shift dans une optique de plus d'equity. Pour l'instant, nous sommes à environ 20% de notre portefeuille. 70% restent quand même les financements en dette. Et je pense que ça va continuer parce que ça, quand même, nous permet de gérer notre trésorerie, de mieux, recycler notre capital. Donc, les financements en dette vont continuer à être une grande partie de notre business. Maintenant, c'est comment apporter plus de solutions equity et surtout dans nos marchés qui ont beaucoup de contraintes. Et je veux dire aussi qu'on rencontre souvent des promoteurs qui craignent la dette, mais qui ont encore plus peur de l'equity. Donc le mindset, ce n'est pas seulement de notre côté, il faut aussi cultiver un mindset dans nos cultures pour que les promoteurs, les investisseurs comprennent que l'equity n'est pas dangereux comme ils le pensent. Souvent, c'est je perds contrôle de mon entreprise, je n'aurai plus la possibilité de transmettre ce patrimoine à mes enfants, je perds mon bébé, entre guillemets. Et donc, il faudrait travailler avec le secteur privé pour vraiment montrer que l'equity, c'est un outil qui leur permet d'accélérer, de s'organiser et surtout au niveau de la gouvernance de l'entreprise, de structurer ça pour faire une transmission du patrimoine qui soit beaucoup plus efficace. Donc, je pense qu'il y a de deux côtés beaucoup d'accompagnement qui reste à faire. Et mon dernier point, c'est aussi de dire que je pense que le ministre a bien parlé, c'est vrai qu'il y a un déficit de financement, mais il y a aussi un problème de structuration, comme je pense que nous l'avons tous indiqué. Et il faudrait qu'on puisse s'orchestrer mieux. Les financements sont là. Je pense qu'on n'a pas de visibilité sur qui fait quoi et quand et comment. Je me pose souvent la question à savoir quels sont les critères pour d'éligibilité d'autres financiers. Personne n'a une vue d'œil de tout le continuum d'investissement à la disposition du secteur privé et parmi ce dispositif, quels sont les gaps réels pour qu'on puisse maintenant trouver des solutions. Et c'est là où je pense qu'il faudrait qu'on puisse réfléchir comment avoir cette vision ensemble et comment nous orchestrer pour que nous soyons un peu plus dans un sens harmonieux dans notre financement. Et je m'arrête là. Merci beaucoup, Nouma. Alors, nous venons de voir 5 modèles, ce qui veut dire que 5 modèles qui sont liés au financement, qui donnent du résultat. Donc le problème,
n'est pas est-ce que maintenant les institutions financières financent. Je vais revenir vers Saïd. Nouma a dit mieux nous orchestrer. Il est où le problème? Parce que finalement, nous sommes tous des acteurs. Nous voulons financer, mais le risque que présentent peut-être les projets que nous recevons ne sont pas solides. Problème de transparence, problème d'éducation, ça prendra du temps. C'est-à-dire, si nous devons éduquer la population avant d'être autosuffisants, comme l'a dit le ministre ce matin, je ne sais pas à quelle échéance nous serons autosuffisants. Donc, peut-être, qu'est-ce qui manque? Est-ce que nous devons beaucoup plus synchroniser les choses? Et si nous devons synchroniser, Saïd, comment? Qui sera le premier? Qui est le lead? Comment arriver à réaliser ce vœu des banques et des institutions financières de mieux financer des projets, participer au développement de nos pays? Très bien, merci beaucoup, cher Khalidou. Je pense que nous arrivons véritablement à un nœud beaucoup plus précis du problème. Le problème de la bancabilité, j'espère que le mot existe, le sujet de la bancabilité des projets. Pourquoi aujourd'hui une banque, une institution financière ou une institution de garantie dirait non à un projet, si tant est que l'objet social de cette institution, c'est effectivement de financer. C'est simplement parce qu'elle a des raisons. Et parfois, le diagnostic qu'on en fait, absence de garantie, appartient à un paradigme qui est aujourd'hui dépassé. La problématique aujourd'hui du financement n'est pas celui des garanties. La représentante de Fagas l'a dit. Aujourd'hui, il y a des mécanismes alternatifs permettant vraiment de pouvoir couvrir le risque en dernier ressort que constitue la garantie. Nous avons pas mal d'instruments aujourd'hui. Même la SFI, aujourd'hui, accompagne pas mal de banques à travers des garanties silencieuses qui sont en mesure de pouvoir se substituer aux garanties réelles. Mais pourquoi je financerais un projet les yeux fermés? Parce que la garantie, elle est donnée. Je n'ose pas soumettre au FAGAS 10 projets et que sur les 10 projets, 7 soient objets d'appel à garantie. Donc la problématique n'est pas au niveau de la garantie, elle est ailleurs. Elle est au niveau de la soutenabilité des projets. Et 3 choses. Première chose, la gouvernance. La gouvernance commence depuis le sérieux de l'entrepreneur. Nous le voyons sur tous les marchés. Il y a certains entrepreneurs, dès le départ, le montage est fait pour ne pas rembourser. Le montage est fait pour prendre l'argent, organiser la solvabilité. Donc ça commence depuis le sérieux de l'entrepreneur, la façon dont il est organisé. Certains pêchent parfois par ignorance, pensant qu'il doit être le seul et l'unique à signer sur les comptes de l'entreprise, alors que l'entreprise qui a commencé peut-être avec un chiffre de 300 millions est aujourd'hui à un chiffre de 80 milliards. Et il continue de croire qu'il doit vérifier tout type d'opération, qu'il a la maîtrise de toute la chaîne. Alors que potentiellement, l'entreprise est en train de se vider de son sang quelque part parce qu'il y a eu un déficit de contrôle ou de gouvernance. Donc la problématique de la gouvernance, elle est importante. Et à ce niveau, on a besoin des pouvoirs publics. En général, je n'aime pas pointer du doigt les pouvoirs publics sur le sujet. Mais à ce niveau, on a besoin des pouvoirs publics en ce sens qu'on a besoin de criminaliser la délinquance financière. Aujourd'hui, tout criminel financier doit avoir peur d'aller, de tenter. Ça se passe aujourd'hui tout comme si, écoutez, je vais tenter ma chance. Je monte un projet, je vais soumettre à 10 banques. Sur les 10, il y en a une qui va certainement par avidité ou par ignorance, il y en a qui va plonger. Observez ce qui se passe sur le marché respectif. La plupart des crédits qui plombent les banques, qui plombent parfois le système bancaire, sont expliqués à 80-90% par des problèmes d'intégrité du promoteur. Il faut une législation et un système judiciaire capable de régler rapidement les différends et qu'on puisse criminaliser sur d'autres marchés où le financement est rapide et facile, lorsqu'il est prouvé que vous avez fait preuve
qu'il s'agit d'un crime financier organisé, vous êtes sous les verrous. Dans notre environnement, nous croisons tous les jours les délinquants et c'est eux qui roulent en Porsche et ils voyagent en première lorsque vous croisez dans les avions et pourtant ils ont planté 10 banques derrière avec des dizaines de milliards. Donc, important de pouvoir corser la législation sur le crime financier et de rendre encore plus efficaces les tribunaux dans le rendu, dans le règlement des litiges. Deuxième élément, le modèle économique. Sur le modèle économique, une fois de plus, elle a dit tout à l'heure, Nouma, nous avons un besoin de structuration de nos filières et de nos chaînes de valeur. C'est bien beau de vouloir financer l'agriculture, mais où se trouvent les filières? Où se trouvent les chaînes de valeur structurées? Celui qui veut se positionner sur le stockage a besoin d'avoir une visibilité claire sur comment la production de l'arachide, où est-ce que ça commence, où est-ce que ça se termine. Celui qui veut se positionner sur la transformation de la production de mangue, puisqu'on dit que les mangues pourrissent, alors qu'il y a un marché, il faut transformer, il a besoin d'être rassuré sur la visibilité. Même les jeunes entrepreneurs qui veulent s'engager sur cette voie, en l'absence d'une filière bien organisée, avec une traçabilité, avec une documentation suffisamment claire permettant de savoir à quel niveau de la chaîne il peut se positionner, qui sont les acteurs, qui sont les acheteurs, qui sont les fournisseurs, qui sont les fournisseurs de services, il a du mal à pouvoir se projeter. Ça devient une aventure quand il s'engage dans un tel projet. Et quand il vient voir la banque avec son PowerPoint, la première question qu'on se pose, mais comment tu t'enchaînes dans toute cette chaîne de valeur? Non, je vais vendre, je vais exporter, mais tu vas vendre, tu vas exporter à qui? Pour exporter, tu as besoin de respecter des normes. Tu as besoin d'être agréé. Si tu dois exporter aux États-Unis ou en Europe, tu as besoin d'être exporté. Comment tu organises cela? Donc tout ça a besoin d'être organisé et une fois de plus, nous avons besoin d'une structuration des chaînes de valeur en commençant par celles qui ont la capacité de créer le plus de valeur. Deuxième chose, toujours sur le modèle économique, nous voyons souvent des promoteurs qui ont d'excellentes idées, qui ont de beaux projets, mais qui ont du mal à pouvoir le traduire en business model qui prouve clairement qu'ils gagnent de l'argent. Il y a des projets qui sont intéressants, il y a des idées qui sont belles, mais malheureusement ne sont pas économiquement viables. Donc, toute idée n'est pas sujet à financement. Et à ce niveau, on a besoin d'autres CGF. On a besoin des dizaines de CGF pour aider donc, ces promoteurs à mieux structurer, à mieux évaluer. Parce que lorsque CGF évalue, lorsque CGF accompagne dans la gouvernance, dans la mise en place des structures de contrôle, dans la mise en place du business, dans l'exécution, lorsque vous présentez, je pense que la plupart des levées de fonds que vous avez organisées pour les entreprises, c'est un succès fulgurant. Mais ça ne doit pas rester à titre... ça ne doit pas être des exemples, j'ai envie de dire, exceptionnels. Ça ne doit pas être l'exception. Ça doit proliférer ainsi. Donc nous avons besoin d'avoir davantage d'initiatives de ce côté-là pour aider à structurer. Évidemment, ce n'est pas de la philanthropie, c'est payant. Donc nous avons besoin d'avoir davantage d'institutions qui accompagnent ces PME pour les rendre, pour les accompagner dans la transmission, dans la traduction de leurs idées en business plan. Le dernier point, c'est la structuration et le financement. Sur le financement, il faut être clair, le financement bancaire ne peut pas être la solution à 100%. C'est vrai, nous avons aujourd'hui un marché financier qui est un peu, qui n'est pas à la hauteur des enjeux, on va le dire comme ça, et qui est dominé par la finance des intermédiaires que représentent les banques. Mais fondamentalement, tous les projets ne sont pas à adresser aux banques. En phase d'amorçage, ce n'est pas le financement bancaire qui est à rechercher. Il faut s'adresser au private equity. Et c'est à ce niveau que nous avons besoin de voir davantage d'initiatives pour mobiliser des investisseurs qui sont capables de venir autour d'un clubhouse pour effectivement
passer en revue un certain nombre de projets que CGF, par exemple, aurait eu à structurer en amont et qui peuvent venir. En phase d'amorçage, on a besoin de ça. Les banques vont regarder et suivre. Pourquoi? Parce que la problématique du financement bancaire est différente de celle du private equity, en ce sens que la banque est une activité excessivement régulée. Vous financez, au bout de, s'il y a un décalage de trésorerie ou s'il y a un retard dans le montage du projet et que les échéances commencent à tomber, 3 mois après, vous avez l'obligation de déclasser. On vous donne une chance pour restructurer, ensuite vous déclassez. Donc, on parle de prévision. Lorsque vous démarrez, la plupart du temps, il y a beaucoup de chances que, effectivement, ce que vous avez envisagé, ce que vous avez prévu, puisque vous êtes au démarrage, que ça ne se réalise pas exactement. Donc, le financement bancaire n'est pas celui qu'il vous faut. Il vous faut des gens qui sont prêts à mettre la main à la poche parce qu'ils ont cru en votre projet, parce qu'ils ont vu que vous êtes très bien accompagné et qui sont capables de venir en equity. Et Nouma l'a dit tout à l'heure, chers entrepreneurs, vous n'avez pas besoin d'avoir peur de vous associer. Ouvrez votre capital pour démarrer votre activité. Vous avez votre idée de génie, vous avez votre business model. N'hésitez pas à ouvrir 20%, 30%, 40% de votre capital à ceux qui peuvent apporter les moyens financiers pour démarrer votre entreprise. Vous avez un projet qui a besoin de 2 milliards, commencez par 200 millions en faisant appel à 5-10 investisseurs qui viendront en capital. Au bout de 3 ans, vous avez l'historique, vous avez une meilleure connaissance de la maîtrise de vos flux, vous vous adressez à une banque, vous aurez le financement. Parce que vous avez créé l'historique, vous êtes sûr que vous avez des cash flows prévisionnels qui sont en mesure de pouvoir rassurer la banque sur le remboursement, vous aurez accès au financement. Donc, et c'est à ce niveau que nous avons besoin de faire davantage. Bien évidemment, au niveau des banques, nous avons besoin de faire un peu plus. Nous avons besoin d'être beaucoup plus créatifs dans nos instruments, dans la prise de risque, dans la structuration. Et comme je le disais tout à l'heure, la problématique de la garantie n'est plus le paradigme autour duquel les banques migrent aujourd'hui. Vous pouvez venir avec un titre foncier aux Almadies qui couvre 200% le crédit et ne pas trouver le financement, simplement parce que la banque n'espère pas vendre votre titre foncier aux Almadies pour se faire rembourser. Mais on a besoin davantage de voir de la visibilité sur, effectivement, la soutenabilité de votre projet et sa capacité à pouvoir générer des cash flows qui vont assurer le remboursement du crédit. Donc, en phase d'amorçage, ce n'est pas le financement bancaire qu'il vous faut. Il vous faut autre chose en termes de financement. Et une fois que vous avez créé l'historique, c'est sûr que c'est les banques qui vont vous courir derrière pour vous accompagner. Et nous accompagnons aujourd'hui pas mal d'entreprises qui sont structurées sans aucune garantie. Et en tant que banque, je ne suis pas le seul à le faire, nous sommes plusieurs à le faire. Sans aucune garantie, simplement parce qu'on a structuré, on a pris l'appui des institutions de garantie. Mais ce qui est important, c'est le modèle économique et le sérieux du promoteur. Pour finir, une fois de plus, je n'ai pas touché au pouvoir public, mais nous avons une problématique qu'il faut adresser également parce que c'est un sujet d'actualité, c'est la liquidité des banques. Aujourd'hui, elle pose problème, cette liquidité, tout simplement parce qu'il y a un effet d'éviction du public qui exerce une forte pression sur cette liquidité. Tout à l'heure, je parlais des déficits publics qui étaient rigidement fixés à 5% du PIB. 5% de déficit, vous êtes dans un besoin de financement de l'ordre de 6 500 milliards chaque année. Donc, le système, les pouvoirs publics, donc les finances publiques, exercent une pression puisque l'essentiel, quand vous mettez de côté les appuis budgétaires donnés par les partenaires techniques et financiers qui s'amenuisent de plus en plus, l'essentiel de ce déficit est financé par des levées de fonds sur Yomoa Titre. La directrice générale de Yomoa Titre l'a dit tout à l'heure. L'année dernière, c'est 7 000 milliards qu'ils ont émis en titres publics pour les États. Quand vous regardez au niveau de la BAVM, l'encours des titres publics, c'est à peu près 10 300 milliards d'encours de titres publics. Donc, cette
levée de fonds, cet appétit boulimique de nos États qui résiste à consolider les finances publiques exerce une pression sur cette liquidité-là qui n'est plus disponible pour le secteur privé. Donc il est important, de façon conjointe, que les États également prennent la responsabilité de consolider davantage, réduire les déficits publics pour que la pression sur effectivement la liquidité du marché ne soit pas aussi forte et que l'effet d'éviction que les émissions publiques exercent sur le financement du crédit à l'économie soit moindre. Entièrement. Les réponses sont très claires. On y voit très clair hein, dans les réponses. Le temps m'a rattrapé. Donc, je redonne à Samir 2 minutes pour qu'est-ce qu'il y a à rajouter dans ce que Saïd vient de dire. Je me retourne aussi vers Nouma pour 2 minutes pour demander qui doit faire le job, qui doit synchroniser tout ça. Il y a des solutions que Saïd a posées, mais comment coordonner tout ça? Nouma, Samir. Merci beaucoup. Merci Khalidou. Alors, peut-être moi je ne vais pas être si les témoignages de Shahid, plutôt je serai plus optimiste. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas nier aujourd'hui que sur la place sénégalaise, nous avons des PME, success story, qui sont bien organisées, qui sont en train de diversifier les ressources de leur financement de leurs projets et qui sont en train de s'exporter. Donc, quand même, le tableau, il n'est pas aussi noir. Sauf que nous avons de la casse. Pourquoi? Parce qu'il y a une absence d'innovation. Aujourd'hui, quand on prend notre tissu PME, désolé du terme, c'est du copie-coller. Shahid, il a réussi son business dans l'importation de riz. J'ai quelques sous, allez, je vais ouvrir une structure pour importer le riz. Alors que derrière, il y a toute une chaîne de valeur que je ne maîtrise pas, alors que Shahid la maîtrise. À savoir le transport, les clients, tout ça, moi je l'ignore. C'est que parce que j'ai un peu d'argent, je vais aller à mon banquier pour lui dire voilà et j'avance. Là où nous devons être aussi nous-mêmes innovants. Nous devons accompagner nos jeunes start-upers qui sont en train aujourd'hui de faire du bien et du maximum de leurs efforts pour développer leur structure. Aujourd'hui, par exemple, on a un manque d'incubateurs de ces start-upers au niveau des banques. On l'avoue. Aujourd'hui, un start-upper sénégalais qui veut réussir son projet, il part en Europe, il fait sa levée de fonds, ou il part aux États-Unis, il fait sa levée, mais au Sénégal, malheureusement, il n'arrive pas. Ça, c'est de notre jeu aussi, d'accompagner cette catégorie, et ce sont des efforts conjoints entre les banques, les SGI, les différentes structures qui sont là, et c'est comme ça qu'on va contribuer au développement de notre tissu des PME qui contribuent au développement économique et à la pérennité de l'économie de notre pays. Merci. Très engagé. Nouma, qui doit faire le job? Qui doit réunir tout le monde? Tu n'as que 2 minutes. Je vois que la question est très ciblée pour une raison. La SFI, en tout cas, nous allons continuer à travailler à travers les différents leviers que nous avons et d'augmenter notre programme, en tout cas au Sénégal. Ça veut dire travailler en partenariat avec nos clients du secteur financier pour augmenter les opportunités, pour dérisquer certains secteurs. Je pense que ce qui nous a aidés cette fois-ci, c'est que nous changeons d'optique. Nous allons moins vers une stratégie sporadique, transactionnelle, de voir des opportunités de les financer, c'est d'avoir une approche chaîne de valeur. Donc si on s'organise et on se focalise sur une chaîne de valeur, que ce soit l'agri,
que ce soit les industries créatives, que ce soit une autre, le pharmaceutique, que l'on puisse s'accorder sur comment créer un impact tout le long de la chaîne de valeur. Parce qu'on a des pépites, on a des entreprises qui se défendent, on a des entreprises résilientes, et je le reconnais, on en rencontre souvent, mais elles sont dans un écosystème ou des chaînes de valeur tellement fragmentées, tellement désorganisées, qu'elles ne peuvent pas grandir. Donc il nous faut, nous, voir comment, ensemble, on peut les tirer et emmener avec elles d'autres petites et moyennes entreprises qui peuvent bénéficier de cet élan. Donc c'est comme ça qu'on essaie d'organiser maintenant nos stratégies, c'est d'avoir un impact plus approfondi dans une chaîne de valeur. Ensuite, je dirais que nous augmentons nos conseils, nos appuis techniques. C'est vrai qu'on ne peut pas le faire peut-être aussi bien que certains de mes collègues ici, parce qu'on n'a peut-être pas toute la capacité pour le faire, mais je pense qu'en travaillant ensemble, on peut créer cet élan où nous avons des projets que nous pouvons accompagner à un certain moment, donc un handover d'un accompagnant à un autre, et ensuite avec le financement qui pourrait continuer. Donc c'est comme ça qu'on aimerait en tout cas approcher le problème en étant un catalyseur. Merci Nouma. Stéphane, je vais mordre 2 minutes parce que nous devons sortir une solution. Je donne la parole à Defin, à USAID et FAGAS parce que vous êtes au centre, vous apportez des solutions, c'est pour ça. Et j'aimerais, peut-être en 3 minutes, entendre USAID, le cri de cœur. Ce que nous pouvons faire, nous faire rêver et nous projeter dans des actions d'avenir. Je le laisse à USAID et à FAGAS et je prends juste 1 minute de conclusion. Seynabou, 3 minutes. Long 3 minutes. On va aller sur 2 minutes. Mais j'aimerais quand même, avant de répondre à la question, rendre hommage à une grande dame. Si au sein du projet, on arrive à performer, à mettre en place ce type de mécanismes qui sont impactants, c'est parce qu'on a un manager qui est exceptionnel et qui est Djenaba Chamka. Bravo. Nos remerciements. Bravo. Merci de nous élever. Merci de tirer le meilleur de nous. Et on est vraiment très reconnaissant de tout ce que tu fais pour nous. Je suis vraiment très contente d'être là. L'année dernière, on pitchait le mécanisme. On était à la recherche d'un émetteur. Aujourd'hui, on a mis en place cette émission obligataire. On a trouvé un émetteur, on a eu le visa du régulateur, on a placé avec succès. Et c'est vraiment une grande fierté de dire que c'est possible, on l'a fait et on espère que ce type de mécanisme sera répliqué. Comme je le disais à l'entame de mon propos, notre mission est double. Lutter contre le chômage, faciliter l'accès au financement approprié. Le Bond aujourd'hui vient mettre à disposition des ressources longues à Baobab, qui derrière va financer des PME et leur permettre de disposer du capital patient dont elles ont besoin. Ça leur permettra de saisir les opportunités qui se présentent à elles, de pouvoir grandir et surtout de pouvoir lutter contre le chômage. Donc, à travers ce mécanisme, nous aidons à lutter contre le chômage, mais nous aidons également les MPME à accéder à du financement approprié. Et donc, si j'ai un cri de cœur ou un message à faire passer, c'est vraiment que les partenaires techniques, que les institutions financières, que les MPME nous aident à répliquer ce type de mécanisme important et qui nous aideront à adresser les enjeux nationaux. Je vous remercie. Merci Seynabou, merci beaucoup. Emmanuel, je pense que je vous donne 2 minutes pour dire ce que vous pouvez faire pour décanter cette situation et encore aller plus loin. Merci. Je voudrais rebondir légèrement sur ce qu'a dit le directeur général d'Ecobank par rapport à la garantie. C'est vrai, la garantie est accessoire au financement. Et dans le meilleur des mondes, aujourd'hui, particulièrement en Afrique et au niveau de nos PME-PMI, c'est d'avoir à financer sans garantie. Mais malheureusement, je fais ce métier pratiquement depuis 20 ans. C'est très difficile d'accompagner ou de voir les banques même nous saisir dans un dossier sans solliciter une garantie. Pourquoi? Parce que la prise de risque, surtout sur les PME, est élevée. Mais je continue de dire qu'en tant que garant, notre rôle même,
c'est d'arriver à bien structurer le dossier. Et aujourd'hui, dans le schéma que le FAGAS a mis en place, ce n'est plus les promoteurs qui viennent directement vers nous, mais c'est plutôt la banque qui saisit le FAGAS parce que c'est la banque qui a plus besoin de couverture. Et donc, dans cela, quand le dossier arrive, sur plusieurs dossiers, nous amenons, nous essayons même de restructurer plus ou moins ou d'étudier et voir comment est-ce que le projet peut être mieux calibré pour que nous arrivions tous en tant que partenaires tripartites à bon port. D'où la création de l'Institut qui a pour rôle d'étudier, de former nos promoteurs et les différents acteurs. On disait tantôt, quand on regarde par exemple aux États-Unis, le DG Ecobank l'a dit, ceux qui sont en Afrique, les promoteurs de projets, il y a beaucoup qui déjà prévoient leur insolvabilité dès le début. Mais c'est aussi un problème de mindset. Il faudrait que dans notre état d'esprit, nous puissions savoir que le prêt est appelé à être remboursé. Okay. Le jeune Américain, déjà, pour ses études, il a besoin de prêts pour financer ses études. Et il acquiert. Nous devons, dès la base, et ce rôle appartient à tous les acteurs financiers que nous sommes, d'éduquer pour que le porteur de projet sache qu'il a forcément besoin de financement, pas forcément de financement bancaire, mais quel que soit le type de financement, ce financement doit faire l'objet de remboursement. Entièrement. Et c'est un rôle que nous devons jouer tous en tant qu'acteurs de l'écosystème. Qu'est-ce que le FAGAS peut faire? Je pense qu'un fonds de garantie, c'est une certification de confiance. Et pour avoir cette certification de confiance, tout dépend de la qualité de la signature. Et nous avons travaillé depuis ces 4 dernières années à renforcer la qualité de la signature du FAGAS, qui est aujourd'hui cotée 2A. Pour nos banques partenaires, elles pondèrent aujourd'hui, grâce à la législation de la Banque centrale, à 20% la signature du fonds. Ce qui leur permet de faire quoi? D'optimiser davantage leur niveau de fonds propres et d'accroître les concours à l'économie. Nous avons pour objectif, au cours de ces 5 prochaines années, d'aller à des niveaux d'intervention plus élevés. Aujourd'hui, nous avons pu atteindre la barre de 4 500 milliards de francs CFA mobilisés en faveur des économies des États membres grâce à l'effet de levier pour 1,5 milliard de garanties données. Mais nous ne pouvons pas le faire seuls. C'est pour cela que le FAGAS s'est lancé dans la co-garantie en s'associant avec des partenaires garants parce que le marché de la garantie, il est vaste. Et également, le FAGAS va sur la regarantie. Tout à l'heure, je pense au niveau du premier panel, il y a un des promoteurs qui parlait de financement, de mobilisation de financement de montant de 250 milliards. C'est assez élevé. Mais aujourd'hui, nous accompagnons des projets structurants à cette hauteur-là. Mais comment est-ce que nous le faisons? Parce que nous avons également des règles prudentielles en interne. Tout simplement parce que nous allons vers la regarantie, qui est un mécanisme qui a été mis en place pour nous permettre d'accompagner des grands projets structurants dans nos pays qui sont en phase de transformation. Vous regardez des pays comme le Bénin, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ce sont des marchés à n'en finir, mais avec plusieurs milliards de francs CFA. Donc ce sont ces accompagnements que nous voulons faire, tout en mettant l'accent sur les PME qui constituent la base à travers leur accompagnement en formation et également en financement, en garantie. Et également nos petits porteurs de projets. J'insiste dessus parce que les institutions de microfinance ont besoin de soutien pour accompagner les producteurs ruraux. On parle de chaîne de valeur. La chaîne de valeur commence dans nos campagnes, déjà à la brousse. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Et je vais me permettre de faire une synthèse de ce que j'ai compris en 1 minute. Donc, sur cette thématique, il faut voir qu'il y a une responsabilité. À la base du financement, le DG d'Ecobank nous l'a dit, il y a des épargnants qui ont confié leur argent.
et que les institutions financières ne doivent pas perdre parce qu'ils doivent, dans le secteur, le rendre à ces épargnants. Donc, ce n'est pas... Il y a un niveau de risque qu'il faut piloter. On ne peut pas donner l'argent à tout le monde. Le deuxième point, le financement existe, mais les acteurs, il n'y a pas que les PME qui vont, je dirais, pomper ce financement. Les États, dans le cadre de leur politique de développement, peut-être qu'ils ne s'en rendent pas compte, et je ne l'avais jamais vu sous cet angle-là, pompent beaucoup dans cet argent-là, et il en reste très peu peut-être pour financer le secteur privé. Donc, il y a ces deux problématiques qui sont sorties, mais le plus important, je pense, et je me tourne vers les entrepreneurs, il y a la probité de celui qui porte le projet. L'idée n'est pas de venir avec une idée de projet de PME pour dribbler la banque et partir avec l'argent. L'idée, c'est de réussir son projet, de devenir milliardaire avec le projet. Donc, c'est le premier point. Le deuxième, c'est le cadre réglementaire pour permettre à chacun de travailler en sécurité. Donc, la justice, l'État doit aider dessus. Il y a l'éducation, la formation dont on a parlé, Fagas en a parlé. Il y a le conseil et l'accompagnement dont USAID a parlé. Et il y a surtout l'innovation que les banques doivent faire, que les acteurs de l'écosystème financier doivent faire. Et moi, je dirais même en conclusion, cette innovation doit venir s'adapter avec les besoins de nos pays, puisque tout ce dont on a parlé, même la probité, même les problématiques de formation, font partie de façon intrinsèque des réalités de nos pays. Donc ça ne doit pas nous arrêter. Et donc je remercie l'ensemble des panélistes pour la qualité de nos échanges. Merci et désolé Stéphane, c'était trop passionnant. C'est pour ça que j'ai volé quelques minutes. Merci. Merci de les ovationner. La première des choses, c'est que tant que les gestionnaires, les chargés d'affaires, les analystes crédits n'auront pas le même niveau que nos DG qui sont là, on aura toujours besoin de garanties. Oui, non, c'est très sérieux, parce que quand vous arrivez dans une agence, que vous parlez au personnel, le chef d'agence est toujours plus éclairé que les autres. Et le directeur général est toujours plus éclairé que les autres. Donc quand ils parlent, ils nous disent que si vous avez un peu d'historique, c'est bon. Si vous avez un peu de private equity, au départ, c'est bon. Nous, on peut vous accompagner. Ça, c'est clair. Mais le chargé d'affaires, lui, il va dire, oui, tu as tout ça, mais j'ai peur. S'il a peur, ben, il faut qu'on ait la garantie. Il faut impérativement. Donc, si tous les points, moi, j'ai été confronté à ça, tous les points sont, on coche toutes les cases. Et puis le gars, il dit, oui, mais bon, allons-y à la garantie. On est bien d'accord. Donc, pour moi, il faut franchement, je pense que la garantie n'est même pas suffisamment utilisée pour les PME. Et Dieu seul sait de quelle PME on parle. Et je pense que soit on élève le niveau des chargés d'affaires, sérieusement, on fait un séminaire pour leur dire « Soyez plus audacieux, ayez moins peur ». Et en plus de ça, demandez la garantie. Voilà, vraiment, c'est mon plaidoyer aussi aux directeurs généraux des banques. Voilà. Et puis, félicitations à la SFI qui fait un travail, mais sur le cas de la SFI, il faut qu'on soit sûr que, et on ait une étude pour être sûr que l'argent que la SFI met à disposition des PME a permis de plus financer sans l'argent de la SFI. Parce que finalement, les conditions sont les mêmes. Les banques ont les mêmes critères pour choisir qui on finance pas, sans trop de différence. Je pense que c'est un sujet qu'on a abordé. La SFI met plus d'argent, mais est-ce que cet argent sert plus ? On ne sait pas. Donc je pense qu'il faut qu'on ait une étude sur l'efficacité de l'argent mis à disposition de la SFI. Voici, comme je suis là, j'en profite pour faire mon plaidoyer. Et je vais vous demander de remercier tous les panélistes qui sont sur place par de vives ovations. Merci au directeur général de CGF Bourse.